Quel est le cadre juridique de la publicité digitale? On le fait le point tout de suite avec mon invité, Guillaume Gouachon, avocat associé chez Gouache Avocat. Guillaume Gouachon, bonjour. Bonjour Arnaud. On va parler ensemble du cadre juridique de la publicité digitale, mais avant, posons les bases. Qu'est-ce que la publicité digitale? Alors, tout simplement, la publicité digitale, c'est toute communication commerciale en ligne. On peut le résumer comme ça. En fait, la législation vous parle de communication via des supports connectés à Internet. Donc, on peut parler de sites Internet, d'applications, de réseaux sociaux et même de publicité payante sur Internet. D'accord. Donc là, on a vraiment la définition maintenant de la publicité digitale. On va aller plus loin. Quel est le cadre juridique français? Le cadre juridique français, il est un peu diversifié, j'ai envie de vous dire, par rapport aux acteurs auxquels on s'applique. Quand on parle aujourd'hui d'un sujet très important qui a beaucoup donné lieu à des articles de presse, notamment sur l'influence commerciale, par exemple. La loi de 2023 est venue poser un nouveau cadre de l'influence commerciale. Cette loi a été attendue, elle a été débattue, et maintenant, elle pose un principe de transparence. D'accord. Principe de transparence important parce qu'en fait, il faut être cohérent, il ne faut plus laisser passer des messages et des recommandations personnelles comme des messages qui seraient tirés d'une expérience, mais qui, in fine, résultent d'une rémunération perçue pour faire la promotion de produits ou de services. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, un influenceur aujourd'hui qui joue sur sa notoriété et sur le nombre de personnes qui le suivent doit dire, quand il fait une communication, une recommandation, qu'il est payé pour ce faire. D'accord, donc quand c'est payant, il faut l'indiquer clairement. Exactement, le message doit être explicite et le public qui est visé doit le comprendre. Est-ce qu'il y a des interdictions dans cette réglementation? Alors il y a des interdictions, elles étaient également attendues parce que les sujets sont sensibles. Il y a des interdictions sectorielles qui résultent de la sensibilité du propos, notamment sur les actes médicaux sensibles. On ne peut pas faire de promotion sur ce type d'actes. Sur les produits financiers spéculatifs, il y a eu beaucoup de dérives à ce niveau-là. Et sur les jeux d'argent qui ne sont pas autorisés, par exemple. Donc ça, il y a une interdiction qui est précisée dans la loi. Si on doit retenir les grandes lignes de ce texte, c'est quoi, fondamentalement? On le verra, le fil rouge, c'est la transparence. Transparence, on doit comprendre quel est l'objectif derrière le message. En revanche, on peut aussi percevoir que la loi ne va pas effectivement combler tous les vides qu'on a sur ce type de communication. Et on voit aujourd'hui, et moi je dois le constater, que certains influenceurs ont déplacé un peu l'usage et font aujourd'hui usage de communications qui ne sont plus à vocation de promotion, mais au contraire de dénigrement de sociétés ou d'enseignes, effectivement, potentiellement, pour, de manière cachée, faire la promotion d'autres concurrents. D'accord. Donc là, la loi est un peu, j'ai envie de dire, en carence sur ce sujet. On doit se retourner vers la responsabilité délictuelle de droit commun et agir en dénigrement contre ces influenceurs. D'accord. On a vu le cadre juridique français. Quel est le cadre juridique européen? Alors, le cadre juridique européen, il évolue aussi. On a beaucoup parlé de DSA, Digital Service Act. Effectivement, il vient, j'ai envie de dire, renforcer la discipline des plateformes. Donc aujourd'hui, les plateformes ont des obligations d'identification du message publicitaire, d'identification de l'annonceur ou du financeur qui est derrière, et également de précision sur le ciblage des personnes qui sont visées. On a aussi une interdiction qui résultait aussi de la pratique. La DGCCRF contrôlait beaucoup ces points, mais l'interdiction des dark patterns pour faire la promotion notamment de produits et de services, et aussi une interdiction qui vise les mineurs, naturellement, puisqu'on le voit encore dans l'actualité. Il y a beaucoup de sujets sur l'usage des réseaux sociaux vis-à-vis des mineurs. Bien sûr. Et puis c'est un public qu'il faut protéger. Totalement. On va parler d'un autre point important, c'est les risques juridiques. Concrètement, quels sont les risques juridiques? J'identifie 3 risques. Donc, il y a un risque qui résulte de l'absence d'identification du message commercial. On l'a vu, c'est des peines d'amende administrative et des peines d'amende administrative qui sont assises in fine sur le chiffre d'affaires réalisé par l'influenceur. Donc qui peuvent être lourdes. Qui peuvent être lourdes, puisqu'au final, on a même un pouvoir d'injonction de mise en conformité qui est assis avec une possibilité d'astreinte journalière. D'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, la DGCCRF a un arsenal répressif important. Le deuxième sujet, c'est, j'ai envie de dire, le contenu du message. Il faut que le message soit transparent et il ne soit pas trompeur. Donc là, c'est les publicités commerciales trompeuses et déloyales. Et effectivement, là encore, la sanction est extrêmement importante, puisqu'elles sont pénales sur la peine. Et sur l'amende, les peines sont renforcées quand on a trait à de la publicité digitale. Donc encore une fois, les sanctions sont extrêmement importantes. Et ensuite, on a aussi des risques qui résultent tout simplement de l'outil qu'on utilise et effectivement de son calibrage, de son design, de son ciblage qui est organisé. D'accord. On peut dire que l'arsenal juridique s'est renforcé, s'est durci? Totalement. Aujourd'hui, vous le savez, c'était aussi une requête de l'administration. Aujourd'hui, l'administration dispose de pouvoirs très forts.
pour venir sanctionner non seulement les influenceurs, mais également les annonceurs qui sont derrière. Donc d'où la nécessité pour ces annonceurs de prévoir des contrats qui encadrent bien les choses. D'accord, ça veut dire qu'ils doivent adapter leurs pratiques ? Ils doivent adapter leurs pratiques et c'était quand même quelque chose d'attendu. Si vous voulez, aujourd'hui, c'était un peu une jungle sur les réseaux sociaux. On voyait des influenceurs qui disaient tout et n'importe quoi. Et l'influence était extrêmement importante puisqu'on voyait qu'il y avait un impact sur la vente de produits ou de services. Aujourd'hui, non seulement ils doivent adapter leurs pratiques, mais ils ont une responsabilité qui est accrue personnelle, mais aussi une responsabilité vers des gens qui les rémunèrent. Bien sûr. Et ça résulte du contrat qui va encadrer cette relation. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à donner aux plateformes, aux influenceurs en matière de publicité digitale ? Arnaud, vous l'avez vu, le principe, le fil rouge, c'est la transparence. Donc le principe de base, c'est identifier la communication, la labelliser. Ensuite, c'est de vérifier le message qui est derrière. Effectivement, on voit aujourd'hui que la DGCCRF va beaucoup axer ses contrôles, notamment sur les allégations. Donc effectivement, le message en soi doit être vérifié, doit être relu, doit être repris par des juristes. Et effectivement, ensuite, en termes d'organisation, il faut aussi auditer les outils qu'on exploite pour prévoir un ciblage qui est vraiment adapté aux objectifs qu'on défend. Dernière chose, vous avez dit que le cadre juridique français souffrait de quelques lacunes. Est-ce qu'il y a des adaptations que l'on peut attendre par la jurisprudence prochainement en la matière ou par l'autorité ? On aura toujours des débats. Au final, effectivement, on déplace les sujets, c'est le rôle du juriste. Mais effectivement, on ne trouve pas dans les textes certaines fois les bonnes solutions. On a en revanche des dispositions qui nous permettent d'attaquer. Et bon, on voit que le sujet peut se déplacer sur du dénigrement qui ouvre d'autres qualifications, du coup, qui ne sont pas résultant d'un manquement aux dispositions de la loi, mais qui vont résulter effectivement de l'atteinte qui est portée aux produits ou aux services par le message. Donc on a les outils, on les a pas, qui sont totalement adaptés à la communication et à la loi afférente, notamment à l'influence commerciale, mais le juriste qui a une expérience dans ce domaine d'activité peut trouver des solutions. Bon, le juriste trouvera toujours des solutions. Peut-être un dernier mot, on peut s'attendre à du contentieux en matière de dénigrement ? On peut s'attendre à du contentieux en matière de dénigrement. La matière n'est pas simple, on est souvent à la frontière de qualification entre diffamation, dénigrement. Le message est pour autant de se dire qu'à partir du moment où il y a une attaque virulente sur des produits et des services qui sont donnés par une enseigne, par une société, effectivement, on est sur une qualification de dénigrement. Donc on est sur une appréhension quand on est opposé à un influenceur et potentiellement un influenceur commandé par un concurrent sur une action en concurrence déloyale. Donc ça résulte d'une analyse sémantique assez précise de jurisprudence qui évolue, mais effectivement qui nécessite beaucoup d'expertise sur la qualification des propos. On va conclure là-dessus. Merci Guillaume Gouachon. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Gouache Avocat. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.